Alors comme les cuisiniers sont des gens extrêmement rigoureux, nous allons démarrer à 30 exactement. C'est pour vous montrer comme quoi, dans les nouvelles technologies de la cuisine, le chronométrage pour avoir la température à cœur est devenu fondamental. On va longuement en débattre. Puis en plus, on attendait notre dernier intervenant, Patrick Geffroy. Patrick, non, tu te mets faut que ce soit. Bien, ben c'est voilà, il est 29 et 30 secondes. Donc bonjour, merci d'être venu nous écouter. Je me présente, je m'appelle Georges Golland, je suis le rédacteur en chef de différents magazines, dont la revue Le Chef, la revue Boisson Restauration Actualité, la revue L'Industrie Hôtelière, qui sont toutes des revues professionnelles. Nous avons aujourd'hui un tour de table assez exceptionnel pour parler d'un sujet précis, c'est-à-dire que les 4 personnes intervenantes sont 4 personnes qui ont une véritable légitimité pour parler de notre sujet qui est alors sur le plan universitaire, il faut le faire, la fusion food, donc la cuisine fusion. Nous avons demandé donc, alors on va partir du plus âgé, ça va lui faire plaisir, à part moi. Donc c'est Roland Durand. Roland Durand est chef de son restaurant dans le 16e arrondissement, le Passiflore, mais surtout ça a été le chef des Sofitel, des différents Sofitel, à partir des années 70, et c'est un de ceux qui a découvert et transformé la cuisine et les influences asiatiques pour en faire une cuisine française. Et donc c'est un des 2 ou 3 chefs qui sont à l'origine d'une vision exotique transformée dans la cuisine. Donc il a travaillé, il s'est fait connaître et il a formé de nombreux chefs bien avant que la cuisine fusion soit élaborée. Ceci dit, dans le restaurant qu'il fait aujourd'hui, on trouve un type de cuisine assez extraordinaire qui est une véritable synthèse de la grande technique française, puisque Roland Durand a dû former au moins une dizaine de ses seconds aux meilleurs ouvriers de France, qu'il est lui-même au jury des meilleurs ouvriers de France. Donc on a une synthèse étonnante de la plus grande technique classique française mêlée à une curiosité des pays asiatiques et la fusion que l'on trouve dans la cuisine dans ce restaurant. Alors sinon, Patrick Geffroy. Alors Patrick Geffroy, lui, est à Carantec. C'est un chef doublement étoilé, breton. C'est important parce que son sens de la réflexion sur le poisson l'a amené au Japon et en Asie à travailler beaucoup sur les textures, les types de produits et sur les types de cuisson. Il est revenu d'Asie et il y repart régulièrement avec une recherche d'enrichissement permanente de sa cuisine. Donc là aussi, on a une cuisine qui n'est pas du tout une cuisine exotique au sens 100%, alors ce n'est pas une copie de cuisine asiatique, mais c'est une synthèse de toute une série d'ambiances, de techniques. Il faut dire aussi que, bon, mais ça il le dit jamais, mais moi je le sais, donc je vous le dis, c'est quand même quelqu'un qui, assez tôt, a lu de nombreux ethnologues, car son ouverture sur le monde extérieur, il avait besoin de le construire et de le construire de façon plus intellectuelle. Donc c'est une démarche complète qu'il a faite. C'est pas une démarche par hasard de pur intérêt touristique. Ensuite, William Ledeuil, qui est à ma droite. Alors, William Ledeuil, lui, c'est le plus jeune d'entre nous. C'est un cuisinier, un restaurateur qui a lancé un restaurant avec Guy Savoy qui s'appelle toujours Les Bouquinistes, qui est un restaurant très tendance, et puis qui pas loin de là, s'est mis à son compte ensuite et qui a fait un restaurant qui s'appelle The Kitchen Gallery.
Alors, The Kitchen Gallery, c'est une réussite de la cuisine tendance sans qu'il y ait le côté péjoratif des cuisines tendances. C'est-à-dire c'est une réflexion, une structuration d'une cuisine qui tient compte justement de toutes les attentes contemporaines, mais avec un enrichissement sur les cuisines d'ailleurs. Et ça marche très bien, parce qu'il est toujours plein. C'est difficile d'aller manger chez lui. Et il y a, disons, tout le milieu de l'édition chez lui que l'on trouve dans ce quartier-là. Ces trois chefs ont su réfléchir, intégrer des cuisines venues d'ailleurs. Et on réussit, parce que il faut aussi avoir des gens qui réussissent. Parce que moi, parler avec des gens qui ont des idées mais qui ne réussissent pas, ça me gêne toujours. Et puis, non mais c'est vrai, c'est pour ça que on a sélectionné des gens qui réussissent, donc ils peuvent vous parler d'une expérience totalement positive. Et puis alors, Jacques Pourcel, lui, il a fait tout ça, mais il a fait en plus, c'est qu'il est arrivé à réexporter la cuisine fusion française. Bon, ça, il fallait le faire, parce que la cuisine fusion, c'est une espèce d'importation intelligente d'éléments extérieurs pour enrichir un marché national. Dans le cas de Jacques Pourcel, il est arrivé à réexporter en Asie les influences asiatiques dans la cuisine française. Alors ça, il fallait le faire. Alors, il y en avait un qui l'avait fait juste avant, qui s'appelle Jean-Georges van Gerichten, qui est celui qui a déclenché le mot cuisine fusion. Alors la cuisine fusion, c'est arrivé un jour, ça arrive toujours par un journaliste qui raconte une histoire. Hein. Donc c'est un journaliste new-yorkais qui a créé le concept de cuisine fusion au moment où le fameux Jean-Georges van Gerichten, qui avait le restaurant Vong, est venu de la côte ouest s'installer sur la côte est. Et les gens de la côte est qui n'étaient pas très Asie sont devenus à ce moment-là à découvrir cette cuisine qui était une cuisine de type occidental et de type oriental aussi. Alors l'histoire même du fameux créateur de Vong est quand même plus qu'exemplaire, puisque c'est un garçon qui a démarré sa carrière en France, hein, c'est un Alsacien, qui a travaillé à l'Oasis à la Napoule avec Jean-Marie Melien, qui était un grand chef qui a pris sa retraite depuis, et travaillant avec Louis Houtier. Louis Houtier a été consultant pour Méridien. Et donc, comme ça se faisait de la même façon que Georges Blanc a eu le consulting à Bangkok de l'hôtel Oriental, ils ont commencé à venir faire un restaurant français dans un endroit, là c'était Singapour, et donc découverte du chef français qui vient faire de la cuisine française dans le restaurant gastronomique d'un hôtel, et tout d'un coup le choc de tout ce qu'il pouvait trouver comme produit, comme saveur, comme épices. Et donc Jean-Georges van Gerichten a continué ce type de consulting tout le temps avec Louis Houtier, qui était le propriétaire de l'Oasis à la Napoule, qui était le grand 3 étoiles des années 70. Et il a travaillé comme ça à Hong Kong et à Los Angeles et à San Francisco. Et progressivement, il a élaboré une cuisine pour les Américains de la côte ouest qui était une fusion de la cuisine française, puisque en tant qu'Alsacien, il a été donc formé à une cuisine très très encadrée, très très structurée française. Et ensuite, il est arrivé à intégrer donc tout ce qu'il avait vécu à Singapour, à Hong Kong et tous les voyages qu'il avait fait à Bangkok. Et ensuite, il a commencé à créer le restaurant Vong de Van Gerichten, alors qu'il avait un restaurant à New York qui était la Grenouille, donc qui était vraiment marqué plus que français, pas possible. Et là, il a fait partie de ceux qui ont lancé ce mouvement-là. Alors, Jacques Pourcel, lui, il a fait un peu la même chose, intégration et réexportation. Alors, on va faire le tour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on débute par l'histoire de chacun, comment
pour définir en fait un phénomène comme la cuisine fusion, comment ils sont arrivés à faire cette cuisine-là au moment où ils ont découvert quelque chose qui n'était pas une cuisine française. Alors, Roland, je pense que tu pourrais nous parler, puisque en plus, toi, tu as démarré au Sofitel au moment où on faisait du brûle. Tu avais demandé de faire de la cuisine santé, de la cuisine diététique. Donc, tu étais vraiment au moment du départ de la vague de toutes les recherches sur une cuisine différente. Oui, mais auparavant, j'avais eu l'occasion de travailler comme chef de parti au Savoy à Londres pendant 1 an. Et je crois que c'est là que j'ai dû prendre on a dû m'inoculer le virus sans que je m'en rende compte. Mais parce que la brigade se composait d'une cinquantaine de cuisiniers, mais c'est la seule brigade cosmopolite qu'on pouvait trouver à l'époque pratiquement. Il y avait des Japonais, des Italiens, des Grecs, des Français, il y avait de tout là-dedans. Donc il y avait déjà un état d'esprit un petit peu différent. Et c'est surtout pendant cette période où j'ai travaillé à Londres que j'ai découvert la cuisine chinoise, indienne, pakistanaise, parce qu'il y avait beaucoup de petits restaurants à prix abordable dans Londres, de bonne qualité, où on pouvait découvrir quand même autre chose. Donc ça a été vraiment une étape. Et ensuite, je suis revenu en France. Et ça, c'est resté de côté. J'ai travaillé dans quelques établissements classiques derrière, où j'ai pas eu à mettre ça, cette vision, disons, à profit. Le Savoy, c'était en 72. 72, 73, et puis après je suis revenu, j'ai travaillé au Normandie, à Deauville, au Carlton, à Cannes, dans des maisons, disons, très classiques. Et donc, où il n'était pas question de partir là-dedans. Ensuite, j'ai eu l'occasion en 76 de faire une première semaine gastronomique à Bangkok. Je crois que c'est même la première qui a été faite là-bas, à l'hôtel Intercontinental. Donc là, ça a été une approche, disons, par le terrain. Et la découverte d'un univers tout à fait différent, des produits différents, des saveurs différentes, des gestuels différents, d'organisations différentes. Après ça, quelques temps après, je suis rentré comme chef au Sofitel à la Porte de Sèvres, qui était Sofitel, n'était pas encore affilié à Accor. Hein. Accor a racheté quelques années plus tard. Et effectivement, c'est dans cette période-là que bon, j'ai été amené à plancher un peu sur la cuisine, disons, un peu diététique. C'était M. Dubrul qui y tenait. Et parallèlement, j'ai eu beaucoup d'opportunités en Asie. J'allais 4-5 fois par an en Asie du Sud-Est. Et donc, ma cuisine s'en est trouvée influencée à cette époque-là. Qu'est-ce que tu as vu comme. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu as été dans ces pays-là? Je dirais la franchise des saveurs des plats. Dès que vous mettez une bouchée de quelque chose en bouche, c'est qu'elle veut dire, et ça a ça a tout de suite un goût. Les parfums, c'est franc, c'est direct, quoi, c'est spontané. Et ça a beaucoup de goût. C'est des cuisines qui ont une prodigieuse variété et qui en même temps sont signées par le fait d'avoir un goût très franc et puissant. Beaucoup de parfums. Là, il y avait dans le cas de la Thaïlande en particulier, c'est les parfums. La cuisine chinoise, c'est plus complexe, c'est plus technique, mais c'est très très gustatif et ça joue beaucoup sur les équilibres de texture, des croquants très légers, sur des sensations un petit peu glutineuses. On fait des petites liaisons avec de la fécule. Ça, c'est presque omniprésent dans toute leur préparation et c'est pas par hasard. Ça fait une sorte de plaquage simplement sur des légumes sautés. Si vous mettez un tout petit peu de maïzena dans le jus, toutes les saveurs vont rester, au lieu d'être de rester au fond du wok ou du plat de service ou de l'assiette, elles vont rester légèrement collées sur les ingrédients et donc vous avez un apport de saveur important. À condition bien sûr de ne pas tomber dans le piège du glutamate, parce que ça c'est beaucoup trop répandu de nos jours. Si vous avez mal à la tête ou si vous prenez 2 kilos en sortant d'un restaurant chinois, c'est parce que vous êtes glutamaté. Et bon, il faut boire de l'eau beaucoup pendant 2 jours. Voilà. Ouais, donc, il y a eu une analyse importante de la part des chefs, on va le voir, une analyse technique. C'est-à-dire que vous avez découvert des saveurs et donc des épices, des façons de préparer, de découper, des types de produits, des façons de cuire qui sont différentes. Ça on va développer ça. Euh, Patrick Geffroy, toi, tu as découvert tu as découvert l'Asie un peu plus tard. Tu peux nous dire dans quelles conditions et dans quel état d'esprit?
Juste d'abord, ce mot fusion me dérange beaucoup. Je préférerais mélange. Parce que mélange de cuisine, mélange de culture, ça c'est la première chose que je voulais dire. Surtout à l'époque où on vit aujourd'hui, ce mot mélange est quelque chose de très important pour moi politiquement. Ça c'est une parenthèse. Sur le sujet, en fait, fusion, ça vient de fusion food. Et fusion food, en anglais, fusion, c'est-à-dire que s'ils avaient employé mélange, ça aurait été mixte. Et pour eux, mix, c'était pas quelque chose de positif. Ouais, donc bon. c'est pour ça qu'on en arrive. Mais c'est vrai que la meilleure traduction française de la cuisine fusion, c'est la cuisine de mélange. Car chez nous, la notion de mélange, c'est une notion positive. Oui, merci. Bon, moi, je suis arrivé à cette approche de la cuisine étrangère à travers ma curiosité, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la cuisine qui m'a amené à connaître d'autres cuisines. J'ai été passionné très tôt par l'histoire de la cuisine française, classique, mais qui est une très belle histoire. Et après, j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis parti sur la préhistoire, parce que la découverte du feu, pour moi, c'est extraordinaire, enfin pour tout le monde de toute façon, et quand j'ai lu un livre compliqué, mais que j'ai relu plusieurs fois, et qui est encore pas loin que je peux procurer très rapidement chez moi dans ma maison, qui est un livre de Claude Lévi-Strauss, Le cru et cuit. Je peux vous dire que c'est assez fabuleux, surtout quand il y a quelqu'un comme moi qui a quitté l'école à 14 ans. J'ai beaucoup ramé avec ce livre, mais il m'a beaucoup aidé parce que c'est à travers ça que, après, quand j'ai pu partir la première fois en Asie, donc à Hong Kong, j'avais toutes ces histoires des bases de pratiques culinaires, et en même temps, j'avais l'impression que j'étais ouvert à apprendre des techniques différentes qui sont souvent primitives, y compris en Europe. Hein. Nous avons aussi des systèmes primitifs qu'on a gardés. Et donc j'étais très ouvert à ça. Et après cette étude de la cuisine française et de la cuisine primitive, je me suis intéressé donc à cette cuisine du soleil, levant. Et j'étais très excité par ça parce que pour moi, et je sais qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui pensent comme moi, il y a beaucoup de bases de la cuisine française qui ont des bases d'origine asiatique, hein, que ce soit chinoise, très peu japonaise, mais enfin quand même quelque peu japonaise aujourd'hui dans le monde contemporain dans lequel on vit. Le service à l'assiette vient d'Asie, vient du Japon. La cuisson des produits un par un, ou des fois deux par deux, mais souvent remonté au dernier moment, ça vient aussi de ces pays-là. Avant, nous, on ne faisait pas cette cuisine-là, et ça a été une grande révolution dans notre cuisine. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la première fois la cuisine asiatique à Hong Kong, et comme j'étais à Hong Kong et que la Chine, pour moi, encore une fois, a une histoire importante dans l'histoire de la cuisine française, j'ai absolument voulu aller à Pékin. Donc j'étais à Pékin, c'était en 87. Je peux vous dire que en tant que jeune cuisinier, c'était une émotion immense. J'ai pleuré d'émotion parce que pour moi, j'étais dans les départs de notre cuisine à nous. Et après, j'ai voyagé, j'ai fait en sorte de voyager beaucoup. Quand je vais au Japon, j'ai l'impression, et je ne sais pas pourquoi, d'être un peu chez moi, parce que après avoir été à Hong Kong, j'ai été chef dans un restaurant à Morlaix, petite ville sous-préfecture, dans le Finistère en Bretagne. Je me suis mis à faire un tas de choses. J'avais ramené des petits dim-sum, des petits de vapeur, des petites boîtes de vapeur qu'ils utilisent beaucoup dans la rue là-bas ou dans les restaurants. Donc je servais des Saint-Jacques, des cookies Saint-Jacques à la vapeur. La Bretagne est un pays d'algues, de mer, vous savez, donc
Je sais que les algues ont été quelque chose de très important dans l'histoire du Moyen-Âge en Irlande. Ça a sauvé beaucoup de gens parce qu'il y a eu une famine énorme. Et ils sont mis à manger des algues. Ça n'a pas duré parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Mais moi, je suis très intéressé par les algues. À l'époque, je n'avais pas encore été au Japon. Je n'avais été qu'en Chine et à Hong Kong, c'est pareil. Je me suis mis à faire donc des coquilles Saint-Jacques à la vapeur avec des algues, du gingembre que j'avais un mal fou à trouver en 87-88. Je peux vous dire que trouver du gingembre frais en Bretagne, en Finistère, c'était la galère. Il fallait que je le fasse venir de Rungis par un camion spécial. Enfin, c'est vrai, je peux vous dire que c'est vrai. Il faut imaginer que le basilic, qui n'est pas de là-bas, mais du basilic en Bretagne en 86-87, ça n'existait pas, quoi. On demandait ça aux marchands de légumes, ils vous regardaient avec des grands yeux. Des oranges, ils connaissaient, des ananas, des tomates, mais le basilic, ils ne connaissaient pas. Donc voilà, bon, moi je me suis mis à faire cette cuisine-là, et on demandait au restaurant en salle si le chef était chinois, quoi, vous voyez. Voilà, et c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Mais moi, je signais, je persistais à faire ce genre de produit parce que j'étais passionné par ça. Et ensuite, j'ai continué. J'ai amélioré ma cuisine à base des algues parce qu'à l'époque, c'est comme par hasard, dans les Côtes d'Armor, un centre de recherche travaillait beaucoup sur les algues. On s'est mis en relation et puis j'ai continué à travailler les algues. Je me suis mis à faire des langoustines en papillote, même pas en papillote, mais roulées très serrées avec de la feuille de nori fraîche. Je peux vous dire que la nori fraîche, personne ne savait ce que c'était à l'époque. Hein. C'est très goûteux. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi, quand je rôtissais une nori, ça avait un goût d'ormeau. Je l'ai su beaucoup plus tard, parce que l'ormeau est un produit qui broute les algues. Et quand vous rôtissez un ormeau assez rapidement et assez fortement, vous sentez ce goût de nori, ce goût d'algue. Et ce goût d'algue, en fait, je l'avais en moi depuis l'enfance, parce que j'ai la chance d'avoir été habitué à manger des plâtrés d'ormeau quand j'étais petit, parce que dans les grandes marées, on ramenait des 10, 15, 25 kilos. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire, mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Donc, inconsciemment, j'avais en moi ces goûts. Et donc voilà, et aujourd'hui quand je vais au Japon, je termine, quand je vais au Japon, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Et je dis toujours que quand je mange la cuisine japonaise, pas la cuisine japonaise aujourd'hui, mais la cuisine du 18e, on va dire, qu'on peut encore trouver, qui coûte très cher, mais j'ai l'impression de prendre une douche ou un grand bain. J'ai l'impression d'être pur. Alors, il y a une découverte du produit et du produit poisson, découverte des épices et découverte du cru. Je pense que bien sûr, ce qui vous a frappé à tous, c'est cette découverte de ces trois éléments. Les épices que vous connaissiez vaguement, mais de loin, et puis que tout d'un coup, qui vous sautent à la figure quand vous faites les marchés, quand vous êtes dans la rue. Ce qu'avait dit dans une autre conférence Roland, c'est que à l'époque, en 76, à Bangkok, il n'y avait pas de restaurant thaï dans les grands hôtels, dans les endroits fréquentés par les Occidentaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y en a dans tout le monde entier. Et donc, pour découvrir la cuisine thaï, c'est la nuit que tu allais goûter les épices. Donc, il y a les épices qui viennent aussi donc, de la rue, c'est une cuisine très populaire, pas cuisine savante. Le poisson, important pour toi quand tu es arrivé au Japon, et la notion de cru. Alors, est-ce que, Roland, tu veux intervenir ? Non, comme tu as appuyé sur ton bouton. J'ai pas touché. Le poisson, est-ce qu'il y a eu... Enfin, moi, je me souviens, Michel Guérard, on aurait pu l'amener ici parce qu'il a été quand même aussi à l'origine de tout ce mouvement-là. Il a fait partie des chefs qui sont allés au Japon très tôt et qui en sont revenus avec l'idée de la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine étant basée sur deux choses. La cuisson extrêmement allégée et l'absence quasiment de sauce. Et surtout la notion de cuisson très très légère, puisque à l'époque il y avait le grand débat de Goemio qui disait le rosé à l'arête et tout ça, mais c'était quand même issu d'une culture culinaire qui n'était pas la nôtre. Donc là, ta découverte du poisson, c'est important. Enfin, oui. Le poisson, tu le connaissais en tant que breton. Tout à fait, mais j'ai découvert au Japon, j'ai été plusieurs fois, je souhaite
Dépêchez-vous parce qu'il va fermer dans 5-6 ans. Le plus grand marché aux poissons du monde à Tokyo, qui a un marché extraordinaire. J'ai découvert comment on pourrait dire, le mal que peuvent se donner les pêcheurs japonais et après les gens qui vendent les poissons dans ce marché à les garder vivants. Alors bien sûr que tous les poissons ne sont pas vendus vivants, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont tués, mais pour les Japonais, le nec plus ultra, c'est un poisson vivant qu'ils achètent, ils sont dans les aquariums et ils les tuent devant vous. Et je peux vous dire que la façon dont c'est fait, moi, je ne savais pas il y a quelque temps que j'allais venir ici. Ça fait 3 mois que je me suis mis à faire cette, entre guillemets, tuerie, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. C'est comme dans une tuerie d'abattoir, parce qu'ils coupent la tête du poisson en moitié, ils cassent la vertèbre, ils donnent un coup sur la queue, ils saignent le poisson en le tordant sur lui-même, et après, avec une tige de fer, ils enfoncent cette tige dans la moelle épinière du poisson pour en exploser la moelle épinière et pour casser les nerfs. Le résultat est que ce poisson garde sa fraîcheur beaucoup plus longtemps qu'un poisson normal, même s'il a été bien sorti de l'eau à la ligne et saigné, piqué, le résultat n'est pas le même. Et moi, je peux vous dire que depuis 3 mois, j'ai fait le test plusieurs fois, et aujourd'hui, tous les bars que je sers dans mon restaurant sont tués comme ça, et c'est moi qui les tue. Et pourquoi je le fais? J'ai la chance d'avoir un pêcheur à Carantec qui me pêche mes bars, qui a un grand bateau. L'aquarium est assez important. Il sort ses poissons de l'eau, il les met dans l'aquarium, il les ramène au port. Il a acheté un parc ostricole qui fermait, donc il met ses bars vivants dans ce grand parc à 8 de décantation. Et je me sers, comme quand j'ai envie, de ces bars qui sont là comme des vraies torpilles vivantes. Parce que c'est impressionnant de voir un bar donner un coup de queue. Il fait 5 mètres en 1 seconde. Et donc voilà, j'ai la chance de pratiquer cette façon de tuer le bar aujourd'hui. Et donc, pour parler du poisson cru, je peux vous dire qu'un bar comme ça, en cru, et un bar qui a été pêché, tué le même jour, mais et vous faites les deux le lendemain, c'est pas la même mâche, hein, et ni le même goût. Ouais, donc ça, c'est un élément important de cette cuisine et de ses influences externes. Ça a été la prise en compte majeure de la notion de texture. Puisque dans les cuissons qui étaient classiques, c'est-à-dire ni cuisson à basse température, longue durée, ni cuisson à peine saisie, vapeur, la texture était égalisée. On travaillait pas beaucoup on essayait de rendre tous les produits à peu près à la même texture. Un peu comme dans les champagnes, on essaye, quelles que soient les années, d'avoir exactement le même type de saveur pour être sur la régularité. Là, c'est la prise en compte des différences totales de texture et de jouer justement sur la qualité de la texture de chaque produit. Ce qui est normal puisque, en se rapprochant du cru, il faut tenir compte de la donnée de base. Alors Jacques, ta découverte, toi, de l'Asie, elle s'est faite comment? Enfin, sans revenir sur tout. Et surtout, comment tu as commencé à penser une cuisine différente? Parce que là, maintenant, il faut qu'on aille dans notre débat sur l'élaboration, par quels moyens et qu'est-ce que ça a donné en termes de plats, en termes de modifications, soit sur les cuissons, soit sur les compositions de recettes de cette cuisine de mélange. Moi, je voudrais d'abord recadrer certaines choses. Pour moi, la cuisine fusion, ce n'est pas forcément un mélange d'une cuisine française avec une cuisine asiatique. Donc il faut savoir qu'il existe énormément de cuisines différentes dans le monde. Et moi, mon approche de la cuisine fusion, elle ne s'est pas faite par l'Asie, elle s'est faite par la Méditerranée. D'abord par mes racines, parce que je pense que pour moi, la cuisine fusion, on ne peut pas la concevoir sans, à un moment aussi, parler de ses racines. Mes racines et celles de moi et de mon frère, c'était la Méditerranée, donc avec une culture assez forte entre la Camargue, le pays catalan, si on extrapole un petit peu l'Espagne, l'Italie, et puis si on va plus loin, tout le bassin méditerranéen avec le Maroc, le Liban. Donc nous, cette cuisine fusion, elle s'est faite par là avant tout, avant d'approcher l'Asie, de par nos racines, de par notre culture. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour parler un peu de notre approche de cuisine fusion. Et puis, qu'est-ce que c'est que la cuisine fusion, finalement?
La cuisine fusion, c'est bon. Tout à l'heure, on parlait de mélange. Pour moi, c'est la combinaison de plusieurs cultures, de plusieurs savoir-faire dans une cuisine. Et je trouve que l'avantage de cette ouverture vers les autres, parce que c'est vraiment une ouverture vers les autres, ça a permis à la cuisine française de beaucoup évoluer. Parce que la cuisine française a été longtemps enfermée dans un cérémonial, je vais dire. La référence était bien sûr Escoffier. Donc, et on a eu beaucoup de mal à sortir de ça. Et ce qui nous a aidé à sortir de cet enfermement sur nous-mêmes, c'était l'ouverture vers les autres et l'ouverture vers les autres cuisines. Voilà. Et notamment la cuisine asiatique, mais aussi la cuisine méditerranéenne. Voilà un petit peu l'expérience. Nous, notre expérience, elle vient de là, en tout cas. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez, des produits, non pas des épices, hein, non pas des condiments, mais des produits que vous avez mis à vos cartes plus régulièrement après avoir découvert des